Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le sommet Afrique-Turquie s'est clôturé ce vendredi 21 novembre à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Une série de mesures ont été adoptées lors de cet événement, à l'instar du plan de partenariat pour la période 2015-2018. Blaise Compaoré, le président déchu du Burkina Faso, a quitté ce jeudi la Côte d'Ivoire après 3 semaines d'exil. L'ex-président s'y trouvait depuis sa démission le 31 octobre. Entrepreneurs, institutions financières, bailleurs de fonds, ils sont en tout près de 3000 à prendre part au sommet global de l'entrepreneuriat qui se tient actuellement à Marrakech, au Maroc. Au cœur des discussions, l'innovation et la technologie, 2 notions jugées nécessaires au développement du continent. La 2e édition du sommet Turquie-Afrique a pris fin ce vendredi à Sipopo, en Guinée équatoriale. L'objectif était ici de développer un nouveau modèle de coopération entre la Turquie et le continent africain. Ce partenariat se veut gagnant-gagnant, comme nous l'explique Aminata Diak. Le 2e sommet Afrique-Turquie s'est clôturé ce vendredi 21 novembre 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, placé sous le thème « Un nouveau modèle de partenariat pour le renforcement du développement durable et de l'intégration de l'Afrique ». Cette rencontre avait pour objectif de tracer un cadre de coopération à travers une nouvelle politique de partenariat et dégager un plan conjoint sur la période 2014-2018. Une coopération dont les jalons ont été exposés par le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mbasogo. La déclaration de Malabo que adoptará esta cumbre debe ser una renovación de la voluntad y determinación de nuestros estados. La déclaration de Malabo que nous avons adoptée permet une rénovation de notre système de partenariat, mais aussi une grande possibilité de coopération multiforme avec la Turquie. Elle nous permet également de contribuer individuellement et collectivement à l'atteinte des objectifs de l'agenda pour le développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Agenda qui nous assurera notre indépendance. Cet agenda permet le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de la non-ingérence d'un État dans les affaires d'un État tiers. En somme, un instrument de coopération aux bénéfices réciproques et équilibrés. Y el desarrollo de una cooperación que de beneficios recíprocos, iguales y equitativos. L'Afrique et la Turquie ont pour ambition d'intensifier leurs échanges d'investissements et d'établir des relations commerciales directes. Une coopération qui, selon certains analystes, serait différente des partenariats qui lient le continent africain à d'autres pays ou organisations. Il y a énormément de choses à faire entre les 2 partenaires. Ce qui est souhaitable, si vous voulez, ces forums-là sont avantageux tout simplement. Pourquoi? Parce que la diplomatie économique qui est mise en place par l'Afrique contribue à multiplier, si vous voulez, la multilatéralité des partenariats par rapport à l'Afrique. Donc si on prend un pays comme la Turquie, il apporte des solutions différentes par rapport aux autres partenaires. Et sachant très bien que en Afrique, toutes les économies n'ont pas les mêmes besoins, ne sont pas tous au même niveau. Donc, cette multilatéralité des partenariats-là contribue à élargir la variété spectrale, de choix des économies africaines. L'Afrique et la Turquie ont également décidé de partager des informations et des expériences en vue d'un renforcement des capacités en matière de paix et de sécurité. Un soutien logistique et financier sera apporté aux opérations d'appui à la paix de l'Union africaine et à la mise en œuvre de la politique africaine de paix et de sécurité, notamment grâce à des programmes de formation et d'échange. Les groupes terroristes à l'instar de Boko Haram trouvent leur nouvelle recrue chez les jeunes. Pour éviter d'autres enrôlements, les imams camerounais ont décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse. Boko Haram est en effet particulièrement actif au nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Les précisions de Marina Vanier. Ne pas faire l'amalgame entre barbare et islam tolérant. C'est en substance l'objectif de la campagne anti-Boko Haram lancée par les imams du nord du Cameroun. Ces chefs musulmans veulent tout faire pour freiner la propagande du groupe islamiste armé qui accueille depuis des mois de jeunes recrues. À Kolofata, localité camerounaise frontalière du Nigeria, environ 450 jeunes ont été enrôlés en 2 mois. Un peu partout dans la région, des tracts non à Boko Haram sont placardés. Si le gouvernement a pris des mesures pour éviter des déviations dans les enseignements dispensés dans les mosquées, le mouvement religieux poursuit son avancée dans plusieurs pays.
La mobilisation des imams, d'une part, je crois qu'elle montre que Boko Haram n'est pas du tout un mouvement religieux, c'est réellement un groupe qui, au départ, avait certes une dimension sectaire, mais qui a principalement grandi grâce à l'afflux de bandits, de délinquants, et d'ailleurs, dans leur mode opératoire, on voit bien que ce sont beaucoup plus des criminels que de véritables djihadistes. Donc d'une part, je pense qu'il y a la volonté de se désolidariser de la part des imams du Nord Cameroun vis-à-vis des actions de Boko Haram. D'autre part, je pense qu'il y a quand même au niveau du Nord Cameroun des élites traditionnelles et politiques qui ne veulent pas servir de bouc émissaire. En première ligne dans cette guerre de communication, les dignitaires musulmans sont confrontés à un dilemme dans les localités frontalières les plus vulnérables, Boko Haram multipliant les attaques sanglantes depuis des mois. Selon certains observateurs, plusieurs imams ont été la cible de menaces ou d'agressions en raison de leur désaveu public du groupe terroriste. En fait, il s'agit de bien distinguer l'islam africain, subsaharien, l'islam noir, des actes de Boko Haram qui sont, lorsqu'ils se revendiquent de la religion, se revendiquent du wahhabisme, qui est totalement différent des pratiques religieuses qui ont lieu sur le continent. Et d'autre part, j'imagine qu'il y a également une bataille au niveau de l'idéologie des écoles coraniques qui sont apparues dans la mouvance de Boko Haram et de ces autres organisations, n'ont absolument rien à voir avec les écoles coraniques qui existaient auparavant. Ce soutien des imams arrive à un moment où la région nord du Cameroun est particulièrement sinistrée sur le plan du tourisme. Conscients de cette situation, les autorités camerounaises ont mobilisé d'énormes ressources matérielles et humaines pour freiner les attaques du groupe terroriste. Le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est au Maroc. Il a quitté la Côte d'Ivoire ce jeudi avec sa femme et d'autres membres de sa famille. Il s'était réfugié à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, juste après sa démission le 31 octobre. Les précisions d'Aminata Diak. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a quitté ce jeudi 20 novembre 2014 la Côte d'Ivoire où il s'était exilé après sa démission le 31 octobre dernier. Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, l'ex-chef de l'État et sa famille sont arrivés au Maroc. Leur destination exacte dans le royaume chérifien est encore méconnue. La raison du départ de l'ancien président Compaoré, qui était à Yamoussoukro depuis 3 semaines, sont principalement liées aux bonnes relations qui sont entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas supporter la pression du Burkina Faso. Deuxièmement, c'est lié aussi au fait que la Côte d'Ivoire se trouve dans une période d'insécurité. On a vu les manifestations, voire la révolte des militaires, ce qui peut déboucher sur autre chose, surtout s'il y a une autre raison qui peut se mettre en jeu. Et troisièmement, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est dans une phase de réconciliation et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un autre élément qui vient troubler la réconciliation du pays. Le Maroc accueille une fois de plus un ex-dirigeant africain après sa chute. Le pays a depuis longtemps développé une stratégie d'accueil des dirigeants subsahariens. Le Maroc qui a de bonnes relations avec le Burkina Faso, mais en même temps un pays qui est assez indépendant, disons autonome par rapport aux autres pays de l'Afrique occidentale. Un pays sur lequel il ne peut pas y avoir une pression du Burkina Faso. Donc, seuls quelques pays pouvaient, disons, l'accepter. C'est le Maroc, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Selon certaines sources, Blaise Compaoré se serait rendu au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Pour sa part, la présidence ivoirienne soutient que le départ de l'ex-président burkinabé n'était pas définitif et qu'il était amené à revenir. Le Maroc accueille également jusqu'au 21 novembre un rendez-vous incontournable des leaders et entrepreneurs du monde entier. Cette année, plus de 3000 personnes en provenance de plus de 50 pays sont attendues afin d'échanger, débattre et créer de nouvelles opportunités de partenariat. Comme nous l'explique ce reportage d'Elhaj Ndiaye, notre envoyé spécial à Marrakech. La 5e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat GES 2014 s'est ouverte officiellement ce jeudi à Marrakech avec la participation de délégations venues des 4 coins du monde. Ce sommet vise à créer des ponts entre les entrepreneurs, les banques, les bailleurs de fonds, les investisseurs, entre autres. Ainsi, après une première édition tenue à Washington en 2010, suivie successivement par celle tenue à Dubaï, Istanbul et Kuala Lumpur, la ville marocaine de Marrakech a été choisie pour abriter l'édition
l'édition de cette année. Le Maroc est fier que ce sommet, initié par le président Barack Obama en 2009, se tienne pour la première fois en terre africaine, confirmant ainsi la vocation et l'ambition du royaume qui considère la promotion de son partenariat avec ce continent comme un choix déterminé et irréversible. Exploiter la puissance de la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat est le thème de cette année 2014. Ce conclave mondial va permettre d'aborder plusieurs questions relatives à l'exploitation du potentiel de la technologie pour l'innovation et l'entrepreneuriat qui peuvent être aujourd'hui des facteurs de développement pour le continent. Avec la vulgarisation de nouvelles technologies, le développement d'une nouvelle attitude plus propice à l'innovation et à la promotion de l'esprit d'entreprise, l'Afrique pourrait progressivement et très assurément prendre le relais d'usines du monde à l'Asie, qui dès à présent va devoir de plus en plus améliorer la rémunération de ses travailleurs et les conditions de vie de ses populations. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire que les gouvernants créent un cadre propice pour que l'entrepreneuriat puisse s'épanouir. Les États-Unis comptent accompagner les pays africains dans le cadre de la recherche de financement. Lorsque notre aide est demandée, nous serons heureux d'aider. Comment? D'abord, dans un certain nombre de cas, nous aidons à donner accès aux capitaux, l'argent qu'on a besoin pour lancer une société. Nous avons un programme avec le gouvernement américain qui finance à hauteur de 3,2 milliards de dollars pour accompagner les micro-entreprises et les PME dans les pays en voie de développement. Micro, small and medium-sized entrepreneurs and enterprises in the developing world. In just the last quarter, lancé en 2009 par le président américain Barack Obama, le GES est devenu un rendez-vous des jeunes leaders et entrepreneurs de par le monde. Ebola continue sa course meurtrière en Afrique de l'Ouest malgré les efforts des gouvernements. Le Mali, récemment touché par le virus, renforce son système de sécurité, notamment au poste de contrôle de Kourémalé, village frontalier de la Guinée. Avec 5 décès causés par l'épidémie, le Mali est désormais exposé à un risque de contamination à plus grande échelle, comme nous l'explique Idelat Bissou. Dernier pays en date touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola, le Mali déplore depuis 1 mois 3 morts et 6 cas répertoriés. Et les autorités, pour assurer la souveraineté nationale, multiplient les actions de sensibilisation et de sécurité sanitaire. La situation de notre pays se présente comme suit. Les échantillons testés en laboratoire, 6, dont 4 positifs liés à un patient décédé dans une clinique privée. Sur les 4 positifs, 3 sont décédés et 1 en traitement par les services spécialisés. 577 personnes contacts ont été identifiées et suivies quotidiennement. Le décès à Bamako de l'imam de la ville de Kourémalé a poussé les autorités à mettre sous surveillance toutes les personnes ayant pu entrer en contact avec ce dernier. Une situation qui a amené le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à se rendre le 17 novembre dernier à Kourémalé. Située à environ 30 km de Bamako, cette région qui se présente comme une plaque tournante de l'exploitation artisanale de l'or attire des travailleurs de tout le nord de la Guinée et du sud du Mali. C'est d'une guerre qu'il s'agit, guerre contre la fièvre à virus Ebola. Et comme toute guerre, c'est une question de défense nationale. La défense nationale concerne tout le monde. Et moi, au premier chef, commandant suprême des forces armées du Mali. Et tout le monde à ma suite est engagé à tenir son rôle et sa place dans ce combat. Avec plus de 5000 décès en Afrique de l'Ouest, la fièvre hémorragique Ebola a mis à mal les économies des pays touchés. Les États de cette région du continent s'activent aujourd'hui dans la mise en œuvre de stratégies communes afin de lutter efficacement contre le fléau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.